Bonjour à tous et bienvenue dans notre parcours philosophique. Eh bien, vous l'avez sans doute remarqué, on est, semble-t-il, en pleine sinistrose ambiante. Certes, on ne réclame pas pour autant un optimisme béat, mais tout de même, avouons que saisis d'accablement, quasi tétanisés, on aimerait bien quand même sortir un peu la tête de l'eau. Eh bien, justement, pour aujourd'hui, voilà un philosophe qui va nous redonner de l'élan. Je veux parler ici de Henri Bergson. Avec nous, pour évoquer sa pensée, Karl Sarafidis, dans un livre très pédagogique où, en méditant les réflexions de Bergson, il s'agit de voir comment nous pouvons nous réapproprier une véritable énergie, une dynamique proprement créatrice. Karl Sarafidis, bonjour. Bonjour. Alors effectivement, Karl Sarafidis, vous notez d'ailleurs tout de suite cette exigence que déjà les philosophes anciens assignaient à la philosophie, à savoir découvrir comment bien vivre, car il ne suffit pas de vivre, il s'agit de bien vivre. Et donc savoir selon quel principe, quel éclairage. Or, avec Bergson, on n'est quand même plus dans l'Antiquité. On est à cheval fin 19e siècle, première moitié du 20e siècle. Oui, eh bien, je pense que Bergson renoue avec une idée de la philosophie assez ancienne qui ne séparait pas l'exigence pratique de l'exigence théorique, c'est-à-dire entre penser et agir. Il n'y a pas une coupure qui serait justement celle que la modernité a essayé d'instaurer. Oui, alors il a cette fameuse belle formule, penser en homme d'action et agir en homme de pensée. Mais alors cette modernité dont vous parlez, qu'est-ce qu'elle a fait par rapport, qu'est-ce qui s'est passé entre nos anciens et aujourd'hui avec cette fameuse modernité ? C'est une question difficile de répondre. Oui, rapidement. Mais si on situe un peu la modernité philosophique avec Descartes, c'était un peu le moment où le sujet devait chercher en lui-même les certitudes pour pouvoir réfléchir et penser et connaître le monde. Et ce qui a fait que chez Descartes, il y a cette idée d'une morale provisoire, donc qui était un peu reportée à plus tard. Oui, d'ailleurs, un des aspects de sa morale provisoire, là, il n'hésite pas à puiser dans les anciens, puisqu'il utilise un précepte, effectivement, des anciens. Donc, il reporte à plus tard et il emprunte aux anciens un des préceptes. Mais c'est aussi, comme vous le disiez, trouver dans le sujet la certitude, mais du même coup, la scientificité. Et le rapport au monde, c'est lui qui nous dit essayez d'être dans un rapport où nous serions comme maîtres et possesseurs de la nature. Et pour ce qui est de nous, pour la connaissance, il met des règles très précises. Donc évidemment, tout ça fait un ensemble assez découpé, non assez organisé, ordonné, très très rigoureusement. Oui, c'était l'idée aussi donc qui va donner lieu ensuite à toutes ces tentatives de fonder un système, donc dans lequel des partis devaient s'articuler. Effectivement, donc c'est le fait qu'on veuille articuler des partis, ça signifie déjà qu'on les a découpés et qu'on cherche à penser leur articulation, alors que comme si elle n'était pas donnée dès le départ, mais qu'il fallait la trouver. Il fallait trouver le lien. Donc on s'est retrouvé avec des morceaux c'est-à-dire la morale d'un côté, la connaissance de l'autre. Et allons-y, comment faire pour fonder tout cela ensemble? Et c'est un peu ce que Kant fera effectivement après Descartes, dans cette tentative de penser le lien entre la raison pratique, la raison théorique. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir à chercher à les penser ensemble, ça signifie qu'on a perdu leur relation. Oui, c'est ça, c'est ce que vous dites quand vous nous faites découvrir Bergson. C'est que dans le fond, c'est sûr, on a réussi à atteindre un certain nombre de choses. On a véritablement eu de véritables élans créateurs quelque part, mais en même temps,
on a trop fonctionné comme ce que vous venez de dire, un jeu de construction dans le fond, un espèce de jeu de construction avec des éléments qu'on assemble. Et Bergson dit qu'effectivement là, on a peut-être fait des choses extraordinaires, mais d'un autre côté, on est quand même passé à côté du vrai réel. Oui, parce qu'on est resté un peu à l'extérieur de tout ça, donc c'était c'est un peu cette pensée de survol aussi dont Merleau-Ponty justement parlera beaucoup, d'un sujet qui est au-dessus, en survol, au-dessus du monde, qui essaye justement d'avoir un regard qui dominerait le tout, c'est ce regard panoptique donc effectivement qui n'arrive pas à s'imprégner dans les choses, à se baigner. Oui, alors ce que vous montrez aussi bien, c'est que justement ça va imprégner jusqu'à aujourd'hui non seulement nos modes d'être, nos modes de vie, nos modes de pensée, carrément, y compris pour se penser soi-même. Alors nos modes d'être et de vie avec encore plus d'aspects quantitatifs, parce qu'on parlait de morceaux, d'aspects encore plus quantitatifs. Bon, là c'est vrai qu'on est dans une société souvent dite effectivement de consommation, avec le marché, tous les aspects comptables. Tout ça va très bien finalement avec cette manière moderne de voir les choses, et ça nous imprègne totalement. Et donc vous procédez d'abord à un état des lieux conforme à ce que dit Bergson, c'est-à-dire on est, comme vous disiez à l'instant, à l'extérieur de tout, y compris de nous-mêmes. Et ça, c'est une vraie catastrophe qui fait que peut-être ça explique ce que je disais au début, on est dans une espèce de sinistrose ambiante, parce que on est là sans être là et on est accablé, enfin bon, on sait plus trop où on en est. Oui, et le plus grand danger dans tout ça, c'est justement qu'on n'arrive même plus à sentir cet état des choses. Donc, sinistrose, je crois que c'est trop donné. Le fait de sentir le sinistre, c'est déjà beaucoup. Ah oui, d'accord, oui. Oui, vous parlez des habitudes, là, par exemple. Oui. On est pris dans les habitudes, dans les convenances, et on raisonne selon elles. Donc, en fait, vous indiquez, là, combien on n'est pas complètement nous-mêmes, là. Voilà, puisque les habitudes, ce sont comme des vêtements, des habits, qui nous cachent à nous-mêmes et aux autres. Et, voilà. Oui, il nous recouvre. Et alors en plus, à partir de ça, on a une apparence finalement vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, on va prendre telle ou telle apparence qui aujourd'hui est convenue comme étant très très attractive, avoir du succès, etc. Voilà. Donc on se met derrière tous ces habits-là. Et en même temps, on suit des habitudes ou on suit des convenances, par exemple dans le travail aussi, dans tout un ensemble d'éléments de répétition complètement stériles, on va dire, mais dans lesquels on se sent bien et à la limite, ça nous rassure par rapport à à des angoisses finalement. Bien sûr, puisqu'on retrouve une assurance et une sécurité qui est de toute façon qui a une certaine nécessité. On ne pourrait pas vivre constamment dans l'angoisse, ce serait maladif. Oui, c'est même insupportable, vous avez raison. Voilà. Oui. Donc on a besoin de cette assurance et de cette sécurité que les habitudes nous donnent, mais le problème c'est lorsqu'on n'arrive plus à en sortir et qu'on est seulement dedans. Oui, c'est ça, oui. Et alors... effectivement, mais alors on pourrait vous demander quand même, et les gens vous demanderaient, bon, d'accord, imaginons que je veuille bien jouer votre jeu, j'enlève mon vêtement. Est-ce que je vais pas, comme une sorte d'épouvantail, parce que les descriptions que vous faites sont vraiment saignantes, quand effectivement on n'est jamais soi-même, ni vis-à-vis de nous-mêmes, où on se ment à nous-mêmes, on ment aux autres, la société elle-même nous raconte des histoires perpétuellement,
tout le monde est heureux de se raconter des histoires, et on vit tous dans une espèce de mensonge, de mauvaise foi, dirait Sartre aussi, qui fait plaisir à tout le monde parce qu'effectivement, on se cache comme ça notre angoisse. Oui, mais pourquoi il y a de l'angoisse? Est-ce qu'on ne se cache pas le vide? Est-ce que si on n'enlève pas les vêtements, il n'y aurait pas derrière carrément le vide? L'horreur, la peur du vide. Le vide ou le trop-plein. Voilà. Parce que c'est... le vide, on sait bien que le vide n'est jamais très vide, qu'il y a toujours des choses intéressantes à l'intérieur. Mais effectivement, on essaye de cacher un vide qui n'est pas si vide que ça, donc qui est cette plénitude de l'existence, devant laquelle on n'arrive pas à, si vous voulez, à s'étonner. Parce que ça, c'est un des premiers sentiments philosophiques, c'est ce que les Grecs appelaient le thomazein, l'émerveillement devant l'existence. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut nous donner un sentiment de vide, d'angoisse, ou alors nous donner un fou rire, mais qui ne peut pas nous laisser donc indifférents. Et justement, ce qui est le plus inquiétant, que vous appelez le sinistre, c'est cette anesthésie, le fait de ne plus pouvoir sentir quelque chose. Et de ne pas pouvoir s'émerveiller devant l'existence et devant les choses. Bon, alors il va falloir retrouver cet émerveillement, donc il va falloir changer dans le fond notre regard. On regarde pas du bon côté, on est trop sur l'extérieur. Il va falloir changer notre regard, un peu comme une vraie conversion, c'est-à-dire se retourner complètement pour revenir sur nous et regarder. Alors évidemment, on va se demander, regarder exactement quoi. En tout cas, pour être vraiment soi-même, exister vraiment soi-même, eh bien, c'est France Gall qui nous propose déjà de résister. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite, si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte, si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien, viens, bats-toi si et persiste, résiste, tant de liberté pour si peu de bonheur, est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien, viens, bats-toi si et persiste, résiste, danse pour le début du monde, danse pour tous ceux qui ont peur, danse pour les milliers de cœurs qui ont droit au bonheur, résiste. Alors, ce monde n'est pas le tien, résiste, suis ton cœur qui existe, et résiste et persiste. Mais dites donc, Karl Sarafidis, c'est déjà le programme de Bergson, ça, non? On pourrait le dire. Oui, alors justement, comment est-ce qu'on fait quand on se regarde soi-même? On n'a pas de vide, on a du plein. Alors c'est quoi exactement?
comment est-ce qu'on fait déjà pour se dire ce monde n'est pas le mien, qu'est-ce que je suis moi? Comment je fais là? De quoi je m'aperçois? Eh bien, peut-être que ce n'est pas, effectivement, ce monde n'est pas mien, mais c'est moi qui appartiens au monde. Et donc, déjà, l'idée que Bergson essaye de développer dans tous ses ouvrages, c'est qu'il n'y a jamais de coupure. Donc, si vous dites il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de séparation, qu'on aurait besoin de combler précisément, non. Donc déjà, au niveau de cette temporalité de l'âme, on ne peut pas dire que mon état psychologique serait coupé entre un avant et un après. Mais non plus, il ne serait pas coupé du monde extérieur. C'est-à-dire, en même temps, si vous voulez, lorsque je ressens une joie, cette joie, elle n'est pas simplement en moi, elle est aussi, elle est dans l'espace, elle occupe tout l'espace. Par exemple, effectivement, c'est bien moi qui suis dans la joie aujourd'hui, à tel moment, et comme on le dit aussi pour l'amour d'ailleurs, mais ça va un peu ensemble. Du coup, je vois la vie en rose, je trouve les choses belles, agréables, exaltantes. Alors, le problème, c'est que j'ai aussi été triste. Alors, comment je me dis que je fonctionne? Je me dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi je suis joyeux? Est-ce que c'est l'extérieur qui a agi sur moi? Ou est-ce que c'est moi, dans ma manière d'être par rapport à l'extérieur, qui me pose différemment? Eh bien, déjà, quand vous dites j'étais triste et là je suis joyeux, vous avez déjà coupé votre sentiment en deux. Oui, je me suis déjà morcelé, vous voulez dire. Oui, ça. D'accord. Et pourquoi vous avez fait ça? Parce que tout simplement vous avez nommé cet état présent, vous avez nommé l'état que vous dites être antérieur, et donc ce que vous omettez de voir, c'est comment l'âme elle-même se transforme dans le temps. Et donc disons que c'est très difficile d'avoir à en parler, donc de dire là j'étais triste, voilà, j'ai utilisé un mot, le mot tristesse, là je suis joyeux, j'utilise un mot joyeux. Donc ça m'incite à penser qu'il y a deux choses différentes, alors que finalement la joie et la tristesse, ça revient au même finalement, le même qui est l'âme elle-même. Oui, vous voulez dire éventuellement, et ça c'est vrai qu'on peut l'expérimenter, on peut avoir une joie très très profonde, si la joie est vraiment profonde, si c'est pas juste une petite gaieté superficielle, mais une joie très profonde qui anime effectivement l'ensemble de notre être, de notre existence. Ça n'empêche qu'effectivement un événement peut nous rendre tristes, mais il ne va pas enlever non plus pour autant la joie. Donc on est les deux, effectivement. Permettez-moi, c'est que la joie que vous ressentez comprend déjà la tristesse que vous aviez pu avoir. Elle n'est pas autre chose. C'est-à-dire, cette joie, elle n'aurait pas cette intensité, cette coloration, si elle n'était pas précisément triste autrefois par quelque chose. C'est ça, il ne faut pas s'arrêter au mot et dire donc j'avais la tristesse, j'ai la joie. Oui, alors... Cette joie a la profondeur de la tristesse que vous aviez auparavant. Oui, d'accord. Et alors en plus, on pourrait dire donc de ce point de vue-là que ce qu'il faut retrouver, c'est cette espèce de l'unité de notre être en fait. Parce qu'à la limite, on a eu des sentiments et des sensations dès qu'on est né, à la limite, jusqu'à aujourd'hui. Et on peut toujours... alors on les retrouve si on a envie de les retrouver dans le fond.
et on les retrouve pas si on ne veut pas les retrouver. Autrement dit, on se balade, si je peux utiliser ce terme un petit peu prosaïque. On se promène, on déambule en nous-mêmes, finalement par rapport à différents états, et c'est pas vraiment du passé finalement, parce que c'est ce qu'on a vécu et c'est toujours là. Et ça nous évoque quelque chose en fonction du moment présent, par exemple. Et même le moment présent, c'est en fonction du moment futur que je peux envisager. Je vais peut-être avoir telle impression du moment présent par rapport à ce que j'envisage dans le futur, et du coup par rapport à tel ou tel écho, qu'en fonction de tout ça, il y a eu, j'ai là, dans mon être, que j'ai déjà pu effectivement avoir comme émotion, par exemple. Voilà, c'est pour ça il faut regarder le temps d'une autre façon, qui n'est plus une succession entre un avant et un après, mais dans cette continuité indivisible qui fait que tous les moments du temps sont non pas simultanés, mais gros l'un de l'autre. C'est-à-dire le présent est gros du passé, et en même temps il ne contient pas l'avenir, mais il a cet élan qui nous jette en avant, donc qui fait que l'avenir n'est pas non plus coupé du moment présent. Oui, alors là, effectivement, on pourra embrayer sur ce qu'indique aussi Bergson, et que vous soulignez bien, c'est que non seulement il y a nous-mêmes, mais il y a aussi le réel dont on dit, dans ce que j'appelais l'espèce de sinistrose ambiante, un réel dit nécessaire, du genre on n'y peut rien, c'est comme ça, on est frappé d'impuissance en fait. Et ce que vous venez de dire embraye directement sur ce que dit en effet Bergson. C'est pas vrai, il n'y a pas de détermination et de nécessité absolue que l'avenir soit comme ci ou comme ça. Par rapport au présent et au passé, dans le fond, l'avenir est gros de tout cela, et il peut projeter ceci ou cela. Mais il y a toujours une autre possibilité qu'après tout, celle qu'on choisit. Et peut-être que même dans l'instant présent, après tout, on va en choisir une autre. Voilà. C'est la liberté. C'est-à-dire, effectivement, les choses ne sont pas prédestinées, ne sont pas prédéterminées. L'avenir est imprévisible. Mais grâce en plus au passé et au présent. Voilà, et plus le passé est profond, plus le passé est lourd, on va dire, plus l'avenir peut être imprévisible, et effectivement... Oui, vous voulez dire plus ça nous donne des espèces de pierres ou d'instruments pour choisir quelque chose, en fait, hein. Plus de moyens pour choisir. Voilà, puisque je m'élance dans mon avenir avec tout le poids de mon passé. C'est ce qui me donne l'énergie pour pouvoir justement aller où je veux, là où je veux. Alors ça, c'est hyper intéressant et passionnant, je trouve, pour nous aujourd'hui, parce que, je sais pas si vous notez, mais aujourd'hui, plus que jamais, on est dans cet aspect qui, certes, fonctionne très bien très bien, les sciences elles-mêmes, fonctionnent très bien pour les sciences, mais les sciences elles-mêmes vont moduler et nuancer de plus en plus tout ça. Mais où on fonctionne sur ce mode, les causes et les effets. Et le passé, c'est un ensemble de causes qui déterminent, tel présent, qui lui-même va nous déterminer, tel avenir. Ça, c'est toute la filière de la causalité, dans le fond, qui est extrêmement rigoureuse, qui a pu être utile dans son temps, parce que c'est vrai que c'est utile pour penser, mais c'est vrai que tout de même aujourd'hui, les sciences aujourd'hui sont beaucoup plus précautionneuses et beaucoup plus finalement philosophiques et bergsoniennes d'ailleurs. Donc à ce niveau-là, reconnaissons qu'on est quand même encore au niveau, en tout cas, de ce que les gens pensent, à contre-courant, parce que on a tendance à penser et à nous faire penser que c'est le passé qui détermine le présent, qui lui-même détermine l'avenir. Donc là, vous nous rassurez, ouf, effectivement, le passé et le présent, c'est au contraire autant de petites pépites et de moyens que l'on a dans les mains pour pouvoir assurer l'avenir.
et se choisir un avenir. Alors là-dedans, la question de la volonté est assez importante. Effectivement, alors c'est vrai que c'est pas, enfin, comment dire, chez Bergson, il y a quelque chose d'étonnant, je trouve, où il y a à la fois ce qu'il appelle se laisser vivre, et c'est simple, et il suffit de regarder, d'observer, et de se laisser aller sur le flux, sur la vague, et en même temps, il y a aussi quand même cette importance de l'effort, cette importance de la volonté. Oui, eh bien, j'ai bien aimé votre idée de la vague. Si vous prenez quelqu'un qui fait du surf, par exemple, pour reprendre cette image, c'est quelqu'un effectivement qui se laisse aller avec la vague, mais ça exige quand même un effort de se laisser aller. C'est-à-dire, ce n'est pas un laisser aller dans un sens où je me laisse aller sur un canapé. Oui, c'est pas le bouchon sur l'eau. Voilà. Voilà, d'accord. Oui. C'est-à-dire, se laisser aller, ça exige un effort, et tout le travail que nous demande Bergson, c'est précisément de nous laisser aller. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais laisser aller, en même temps, pour se libérer de certaines habitudes, de certaines façons de voir, qui justement nous empêchent toujours de nous laisser aller, qui font que nous restons crispés sur les choses, et donc ce qui nous rend incapables en même temps d'agir. Oui, alors entre autres, par exemple, vous prenez très très bien cet exemple, vous reprenez cet exemple de Bergson là, concernant cette modalité que nous avons de fonctionner, qui est de l'ordre de l'utile, de l'efficace et de ce dont il y a besoin dans l'action. Et donc les choses, et même nous-mêmes, on n'arrive pas à se voir en dehors de ça, de cette grille de lecture. Et là, c'est intéressant de partir sur un autre type de regard qui serait le regard de l'artiste. Oui, voilà, qui s'opposerait à un regard plutôt technicien. Utilitaire aux choses, à nous-mêmes, puisque effectivement, l'artiste, qu'a-t-il de si particulier pour Bergson, sinon qu'il est capable de se détacher, précisément. Donc voilà une forme aussi de laisser aller, un détachement qui est le fruit d'un effort. Oui. Alors là, c'est un effort tout à fait sympathique en plus, parce que bon, il nous invite à nous laisser aller à la musique, au cinéma, puisque il est fin du 19e et toute la première partie du 20e, donc il a été très intéressé d'ailleurs par le cinéma. Donc tout ce qu'est l'art dans le fond, la peinture bien sûr, mais la musique, le cinéma, la peinture bien sûr, la poésie. Alors là, les mots ont un aspect négatif, mais là, ils peuvent avoir un aspect positif avec les métaphores, avec les images. Donc voilà à quoi ils nous invitent. Et donc là, c'est un laisser-aller tout à fait sympathique, où on est capable de retrouver ce merveilleux. Mais en même temps, vous avez raison, ça demande bien cet effort de persister et de ne pas se laisser entraîner dans un regard utilitaire, d'efficacité et technicien. Ça nous demande cet effort-là, mais alors, en contrepartie, c'est vraiment formidable, c'est vraiment absolument merveilleux. Bien, vous avez dit c'est un effort sympathique, c'est un effort de sympathie, où effectivement... Alors, voilà. Ah oui, alors là, oui, vous avez parfaitement raison. Un effort de sympathie, eh bien, qu'on va éprouver un petit peu, un tout petit peu quand même, mais qu'on va éprouver avec Beethoven.
Alors, nous venons de voir avec ce morceau de Beethoven du dernier mouvement du concert numéro 5 pour piano, concerto numéro 5 pour piano. On découvre ce que vous disiez, cette sympathie avec le monde où notre petite musique personnelle, notre histoire et ses péripéties, eh bien, viennent s'unir à la puissance créatrice, puisque là, il y a des mouvements par moments très puissants, puissance créatrice du monde, mais aussi, comme on vient de le sentir un petit peu, là, se laisser bercer par sa mouvance, on pourrait presque dire océanique. Alors là, effectivement, Karl Sarafidis, vous utilisez une expression tout à fait étonnante, être en camaraderie avec la réalité. Vous pouvez nous expliquer ça ? Eh bien, c'est une expression de Bergson qui se trouve dans l'évolution créatrice, dans laquelle justement il essaye de penser une forme de connaissance qui serait une connaissance par sympathie. Et l'intuition, alors. Voilà, exactement. Ah oui, d'accord. L'intuition, oui. l'intuition, c'est la façon de connaître de l'intérieur, mais non pas seulement de l'intérieur de moi-même, mais entrer dans l'intérieur des choses. Oui, c'est vrai que l'expérience d'ailleurs que chacun d'entre nous peut avoir, quand on dit qu'on a des intuitions, il n'y a pas quelque chose de complètement faux là-dedans qui rejoint en petit, on va dire, l'idée de Bergson, c'est-à-dire on a instantanément le sentiment de saisir la totalité. Et après, ça prend du temps, par contre, à expliquer en décomposer, justement. Oui, mais je pense quand même que l'intuition est une méthode philosophique qui est très élaborée, qui demande donc un travail et beaucoup d'efforts, et c'est une méthode. On revient à l'effort. Effectivement, ce ne serait pas l'intuition qui nous saisit comme une inspiration soudaine, mais si c'est le même mot, c'est qu'il doit y avoir un rapport, effectivement, et vous avez bien fait de le dire, c'était effectivement l'idée qu'on saisit le tout de façon confuse avant de pouvoir l'expliciter. Et là, c'est l'intelligence qui explicite, par contre. Voilà, on a besoin d'intelligence, on a besoin du langage, on a besoin d'exprimer en mots. Et, effectivement, on ne pourrait pas s'en passer. Une intuition sans simplement à l'état d'intuition. Alors justement, on pourrait retrouver quelque chose concernant parce que là, on est dans le fond, dans l'âme, dans l'esprit, et en même temps avec le corps et les émotions et les sensations que nous avons, tout se mêle, comme vous dites. Les sensations sont pensées, et ce qui est pensé passe aussi en sensations, et ça fait un tout. Les nôtres, et puis par rapport au monde aussi. Et puis, par rapport au corps, et là, vous nous dites que là, il y aurait quand même une destinée tout à fait joyeuse de l'âme, parce que rien n'empêche de penser, après tout, dit Bergson, que, l'âme soit absolue, rien n'empêche de penser que l'âme soit absolument, soit immortelle. Voilà, et puis le corps c'est une chose, en même temps il y a une relation entre les deux, mais il y a une très belle image, c'est le clou et le vêtement, dit-il. Eh bien, effectivement, c'est une métaphore qu'il utilise pour penser le rapport de l'âme au corps. C'est que l'âme et le corps, c'est comme le clou et l'habit. C'est-à-dire, l'habit est accroché au clou, mais l'un ne se réduit pas à l'autre. Oui, c'est ça, voilà. Effectivement, autant nous pouvons énormément bouger, changer, etc., et s'accrocher effectivement au clou. Le corps est le support, en quelque sorte, c'est ça, on pourrait dire. C'est comme une sorte de support qui nous aide, mais à la limite, tout ce qu'on disait sur le passé, le présent, l'avenir, la manière dont notre conscience, dans sa temporalité, existe, et dont nous existons, plus ou moins en communion en plus avec les autres et le monde, tout cela n'est pas à proprement parler corporel, bien entendu. Non, mais il faut aussi s'abstenir, encore une fois, de séparer l'âme du corps. C'est-à-dire, voilà, effectivement, ils sont bien accrochés l'un à l'autre. Et si vous voulez, le rapport le corps, il est un peu comme l'état présent et actuel.
Et ce qui serait spirituel en nous, c'est ce qui va le plus dans le passé. Et ce qu'on a de plus corporel en nous, c'est précisément notre attachement, notre point d'attache au présent. Oui, et puis notre lien aussi avec le monde matériel, dans le fond, qui est lui-même quelque chose d'actuellement présent. Voilà. Actuellement présent et en même temps vivant, extrêmement vivant. Il nous dit aussi c'est la biologie là-dessus qui nous renseigne le mieux finalement par rapport à la physique. Et encore aujourd'hui, c'est encore pareil, avec la physique, il y a des évolutions, que tout est en mouvement, tout est en flux, et c'est beaucoup plus dans l'incertitude, pour reprendre le principe d'incertitude de Heisenberg, que dans la certitude bien carrée, effectivement, au départ de Descartes. Tout est en mouvement, tout se meut, tout est en flux, et notre corps fait partie de tout cela. Et il y a un aspect quasi cosmique là-dedans, non ? Oui, puisque, comme dit Bergson, avec mes yeux, je vais jusqu'aux étoiles. C'est-à-dire, mon corps possède en quelque sorte l'immensité de l'univers lui-même. Puisque, quand je regarde une étoile, c'est comme si je suis auprès d'elle. Je ne suis pas séparé de cette étoile infiniment lointaine. On le sait aussi bien dans le temps que dans l'espace. Et, mon corps ne s'arrête pas à la surface de ma peau. Oui. Et, c'est ce qui fait que précisément il faut s'abstenir de séparer le corps de l'esprit, puisque c'est... Il y a une solidarité, il dit, c'est ça, c'est une solidarité. Oui. Voilà, une solidarité, oui, tout à fait. Alors cette solidarité, on la retrouve dans notre communauté avec les autres, avec les plantes, avec les animaux. Les animaux, c'est très important. Oui. Aussi, bien sûr, puisque c'est... vous parlez de camaraderie, les animaux sont un peu comme des compagnons de route, qui ont aidé l'être humain précisément à avancer. Et vous voyez comment on les traite aujourd'hui dans les industries agroalimentaires, entre autres, n'est-ce pas, mais aussi comme les animaux domestiques. On a perdu cette... Oui, et en même temps, au contraire, si on a une certaine attention à leur manière de fonctionner, si on peut dire, enfin, le mot fonctionner va justement pas dans le vocabulaire bergsonien, à leur manière d'être, si simplement on s'amuse à les regarder, à les observer tranquillement, et c'est vrai qu'on va voir là des choses tout à fait intéressantes, et qui nous mettent en communion, effectivement, avec des états d'âme, avec des mouvements propres au vivant, et des émotions, effectivement. Oui, parce qu'en même temps, notre rapport à eux, il signifie quelque chose de nos rapports à nous-mêmes. Il faut rappeler l'étymologie du mot sympathie, qui veut dire sentir avec. Donc... sentir avec, souffrir avec, donc... oui, tout à fait, oui. Et cette idée d'être avec, donc, de la communauté, parce qu'il n'y a jamais de communauté purement humaine. C'est une communauté qui est humaine, mais il ne faut pas oublier non plus que l'être humain est dans la nature. Il suffit simplement de penser aux problèmes d'écologie actuellement. Oui, tout à fait. Pour voir que notre place dépend de notre façon de traiter tout le reste du vivant. Oui. Alors avec Bergson, on trouve en effet cette idée de communauté cosmique, finalement, globale, avec tous les êtres du cosmos. Mais alors évidemment, on disait les plantes, les animaux, il y a évidemment le chaînon suivant, c'est la communauté des hommes. Et c'est tout à fait intéressant de noter à quel point ça a aussi interpellé tout à fait Bergson, ce point où il nous parle à la fois quelque part des droits de l'homme et de la démocratie. Oui, c'est... là, il s'agit de penser que qu'est-ce qui fait que les hommes se mettent ensemble ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a d'où vient qu'il y a communauté d'hommes ? On
on a donné dans l'histoire différentes réponses à cette question. Ça pourrait être une communauté d'intérêt, c'est l'amour qui fait que les hommes, l'altruisme qui fait que les hommes se mettent ensemble. Et chez Bergson, il y a l'idée que c'est bien sûr à la fois tout ça qui fait que les hommes se mettent ensemble. Mais il y a surtout deux façons d'être ensemble. C'est-à-dire, on peut être ensemble, faire une société et vouloir conserver à tout prix les acquis de cette société, qu'on est plutôt dans un état d'esprit conservateur, donc ce qu'il appellerait une communauté statique, qui de ce fait est fermée aux autres communautés, parce que les communautés humaines, c'est aussi une diversité de communautés, c'est quelque chose qu'on tend très souvent à oublier, et peut-être même que l'idée de droit humain nous cache des fois, ou l'idée d'humanité. C'est effectivement, les êtres humains se mettent dans des communautés différentes et distinctes les unes des autres, et donc comment ces communautés se rapportent les unes avec les autres, comment ces communautés peuvent être les unes avec les autres, ça c'est une question que Bergson soulève, et pas comment des individus peuvent se mettre les uns avec les autres dans une communauté. Donc oui, donc en fait, il indique bien qu'il y a ces deux manières-là, tout à fait closes pour se réchauffer et se rassurer les uns les autres. Voilà, ça c'est donc le rapport des communautés entre elles. Voilà. C'est-à-dire, une communauté peut être ouverte à d'autres communautés ou fermée à d'autres communautés. Et c'est ce qui est intéressant, donc, chez Bergson. La manière ouverte, alors, la manière ouverte, effectivement, où là, on va pouvoir être dans une recherche. Alors c'est la recherche, hein, bien entendu, c'est pas acquis. À la fois aux droits de l'homme, la démocratie n'est jamais acquise. C'est toujours une recherche, un élan, et c'est toujours à perfectionner, c'est sûr. Voilà. Eh bien, c'est la fraternité qui est au-dessus de tous les autres, de la liberté et de l'égalité. C'est elle qui leur donne leur sens. Tout à fait. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà une belle manière de conclure sur la fraternité qui prend le pas sur liberté et égalité. Eh bien, merci beaucoup, Karl Sarafidis. Merci à vous. Merci de nous avoir si bien éclairés sur la pensée de ce grand philosophe qu'est Bergson. Un philosophe qui nous invite à découvrir, que vous nous invitez à découvrir toutes affaires cessantes, pour affronter justement notre aujourd'hui qui en a bien besoin. Je rappelle votre livre Bergson, la création de soi par soi, aux éditions Erol. Eh bien, notre émission est maintenant terminée. Au revoir à tous et à bientôt. En attendant, portez-vous bien, c'est-à-dire philosophez bien.